Donc, du coup, Lucie, là, tu me reçois chez toi, Oui, là, et j'ai la joie de t'interviewer sur ton parcours de femme atteinte d'endométriose. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu déjà, en fait, au début, avant que tu saches que tu avais de l'endométriose, un peu le parcours depuis l'enfance ou l'adolescence, à partir du moment où tu as commencé à avoir des symptômes qui devenaient voilà, gênants, des douleurs. Est-ce que tu peux évoquer déjà un peu ça, ces douleurs et ces symptômes avant le diagnostic en fait? bien sûr. Bienvenue Gaëtan déjà, et puis merci pour ton travail. Alors petite, déjà j'ai toujours été très sensible au niveau du ventre. Dès que j'avais une émotion assez forte, c'était le ventre toujours qui prenait. Donc j'avais déjà cette sensibilité-là. Et j'ai fait aussi beaucoup d'infections urinaires petites, à répétition, Ok. assez costaud. Et après, c'était lié au fait aussi que je me retenais beaucoup, je voulais pas faire à l'extérieur, à l'école et tout, donc il y avait un lien aussi. Voilà. Et ensuite, vraiment les douleurs, je dirais qu'on peut assimiler vraiment à des douleurs plutôt cycliques, etc. Elles sont arrivées très tard parce que moi j'ai eu une maladie du sang, qui est le purpurin, ça s'appelle. C'est une D'accord. baisse importante des plaquettes sanguines, donc j'ai dû être transfusée. Et en fait, ça a pour effet de décaler la puberté. Donc en fait, j'ai été réglée très tard. Peut-être D'accord. par chance aussi, Mhm. ça a peut-être éloigné un peu les douleurs ou en tout cas retardé ces symptômes. Mais du coup, j'ai dû avoir mes règles vers 17-18 ans, D'accord. qui ont été de suite très anarchiques et avec des douleurs quasiment de suite, mais des douleurs que je qualifierais aujourd'hui de supportables par rapport à celles que j'ai pu connaître beaucoup plus tard. Après, ok. Et de suite, on m'a proposé de me mettre sous pilule. Euh, donc, à l'époque, de toute façon, j'ai accepté. À l'âge de 17-18 ans, on m'a mise sous pilule donc, pour essayer de réguler le cycle et parce que j'avais un problème d'acné rosacée et on m'avait dit que ça pouvait atténuer. Hmm. Donc en gros, voilà pour les douleurs un peu en amont du diagnostic. En amont du diagnostic. Ok. Donc très anarchique à partir du moment où tu as les premières règles en fait. Ouais. Là, la pilule, et ça va durer combien de temps en fait ça? La pilule Alors, jusqu'au... donc j'ai eu la pilule en fait jusqu'à l'âge de, je dirais, 22 ans à peu près. Ok. euh, qui, bon, effectivement, régule le cycle puisque ce sont finalement des règles, des fausses règles, enfin, des règles déclenchées par la pilule. Mais pour autant, j'avais toujours quand même cette fragilité au niveau du ventre. Et Hmm. j'avais aussi, dans l'entrefaite, une nouvelle douleur qui était apparue, qu'on avait assimilée à une douleur liée au stress, qui était vraiment au niveau du sternum, en fait, un peu comme un élastique tendu D'accord. qu'on tire. Et ça me faisait une douleur qui me forçait à me plier en deux. Comme un point en fait précis à cet endroit. Ouais, vraiment, vraiment un point, parce que je le localisais vraiment. Alors, il y a eu des fois où la douleur était telle que ma mère m'emmenait faire un examen, etc. Et en fait, quand je me souviens d'un examen qu'on m'avait fait où ils avaient vu comme des ganglions ou des petits kystes ou quoi. Et ils m'avaient dit, mais enfin, ils avaient dit à ma mère, vous inquiétez pas, c'est lié au stress. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard avec mon endométriose thoracique que c'était très certainement déjà un Hmm. foyer ou quelque chose qui Un début. commençait à travailler. En fait, je Ouais. me suis rendu compte à l'âge adulte que les premières douleurs d'endométriose étaient vraiment similaires à celles que j'ai aujourd'hui quand j'ai une douleur liée à l'endométriose thoracique. Hmm. D'accord. Et ça, c'est apparu malgré la pilule, hein. Oui, Tu avais la pilule en cours, je veux dire. Parce que c'est aussi utilisé comme traitement pour, euh, actuellement, hein, pour, je veux ouais, dire, stabiliser les symptômes d'endométriose. ouais. Et là, dans ce cas, dans ton cas précis, en l'occurrence, Alors, cette douleur est apparue malgré la pilule, hein. oui, et de toute façon, par la suite, je vais comprendre et apprendre que vraiment je suis imperméable totalement aux traitements hormonaux, quels qu'ils soient. Euh, pour ma part, ça m'a jamais réussi en fait. Hmm. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'effets secondaires. Même plus jeune avec la première pilule, ça m'a fait grimper le cholestérol en flèche. Ça n'a jamais été...
Et Ouais, tu as eu d'ailleurs, des effets. Ouais. ils avaient essayé de remplacer la pilule du coup à l'époque par un stérilet, mais j'avais fait un rejet. Enfin, vraiment, mon corps Hmm. rejette un peu toute forme De traitement hormonal. d'intrus ou de traitement hormonal. Ouais, c'est Ouais. assez. D'accord. Dans les traitements, ouais, on va y revenir. Est-ce que, du coup, tu peux revenir sur donc, ce qui va amener au diagnostic, en fait, de Oui. l'endométriose? Qu'est-ce que c'est qui a amené au diagnostic? Alors, c'est d'abord, il y a quelque chose dont je parle très rarement et je pense que je ne l'ai jamais évoqué dans dans mes témoignages ou autres. Donc, ça va être une première aujourd'hui, mais j'estime maintenant qu'il y a prescription et j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais comme je te le disais, j'ai toujours été imperméable donc, aux traitements hormonaux et à l'inverse de 40% des femmes atteintes d'endométriose, je suis hyper fertile. Et donc à l'âge de 22 ans, je suis tombée enceinte sous pilule. Hmm. Sous pilule. Et donc douche froide, hein, Tu j'étais fais partie du étudiante. pourcentage où ça ne marche pas, du coup. Ouais, c'est Ouais, ça, exactement. ok. Et bon, contexte un peu particulier, parce que je vivais sur Nantes toute seule pour mes études. Mes parents avaient déménagé dans le sud. Et je venais pour la période estivale en fait chez eux, pour travailler pendant les vacances. Et en fait, je suis arrivée quasiment dans la foulée. J'ai constaté que j'avais un retard de règles. Donc, j'en parle à ma mère, avec qui je parlais quand même relativement facilement de tout. Et donc, effectivement, ça s'est avéré test positif. Donc, très compliqué à encaisser. Sachant que cette annonce-là à l'homme concerné a eu pour effet qu'il se ferme totalement et me dise que si je décidais de le garder, il disparaissait. Donc j'ai pris la décision vraiment à contre-cœur. Ça a été très compliqué, mais parce que j'estimais que c'était pas parce que nous, femmes, on portait la vie qu'on avait La le droit de responsabilité. décider de tout non plus. Ouais. Donc pour l'enfant et pour la personne concernée, la décision fut celle-ci, d'avorter du coup. Mais ça a été très compliqué et pour avoir beaucoup travaillé moi sur la sphère physique et émotionnelle, je sais que ça a été le point de départ de beaucoup de mes problématiques physiques. Parce que je me suis jugée tellement durement à l'époque que je me suis déconnectée de ma personne en fait pour me protéger. En plus, le jugement a été exacerbé par le fait que je me suis retrouvée à demander ce fameux document qui atteste des 7 jours de réflexion avant de prendre la décision à un médecin dans un cabinet catho, un cabinet médical où je suis rentrée dedans, j'ai vu tous les signes religieux et je me suis dit c'est peut-être pas le bon endroit pour réclamer ce document et ça s'est avéré vrai puisqu'il a refusé de me le fournir et m'a dit qu'il comprenait pas qu'on puisse tomber enceinte sans le désirer au XXIe siècle. Donc Ok. Ouais. ça a été très compliqué à encaisser, d'autant que j'étais pas OK du tout avec ce que j'étais en train de faire. Donc ça a rajouté, heureusement, le planning familial a été formidable et l'accompagnement par la suite aussi. Et mes parents ont été d'un soutien vraiment très important. Même si ça m'a rajouté une petite pression à l'époque, parce qu'il m'avait dit que quelle que soit ma décision, il serait là. Donc du coup, la décision m'appartenait vraiment. Ouais. Et c'était compliqué aussi que tout repose sur mes épaules, mais voilà, c'était beau de me dire ça. De se sentir soutenu quand même, quels que soient les choix. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, ouais. C'est une liberté aussi. Oui, et puis j'imagine, en tant que parent aujourd'hui également, que ça ne doit pas être évident de retrouver ta fille qui vient chez toi pour les vacances et qui arrive enceinte. Et voilà, c'est assez lourd à gérer quand même. Donc, mais bon, voilà, je pense que c'est pas étranger à la suite de mon parcours et je trouvais ça important aujourd'hui de libérer la parole aussi là-dessus. Parce que pour moi, ça a été tabou très longtemps. Et voilà. Ok. Donc on reprend. Donc tu as évoqué donc juste avant le fait que donc tu étais, je sais pas si je dois parler au passé, hyper fertile.
Et Je le suis, oui, bah et que tu es du coup, en effet, tu attends le troisième. oui, Euh, à cette époque, donc, où tu avais la pilule pour stabiliser oui, du coup les symptômes, ton cycle qui est apparu donc autour de 17-18 ans, tu disais. oui. Donc tu es tombée enceinte, tu as À 22 ans, du coup, ouais. donc voilà, 22 ans, Ouais, pris la décision d'avorter ouais, et, euh, et du coup tu évoquais ça, donc déjà pour en parler, pour libérer la parole oui, par rapport à ça, et aussi parce que ça fait partie du chemin qui t'a mené vers le diagnostic de l'endométriose. oui. En tout cas, quand j'ai travaillé beaucoup plus tard sur l'aspect émotionnel, je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment le point de départ de mes douleurs exacerbées. Hmm. C'est-à-dire que là, vraiment, ont commencé les douleurs cycliques. Alors moi, ça a toujours été sur la période d'ovulation et non pas pendant les règles. Encore une fois, à l'inverse de beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, j'ai jamais eu de règles hémorragiques. À l'inverse, c'était plutôt un flux très très mince. Ok. Euh, mais par contre, les douleurs étaient très très fortes sur la période d'ovulation. Qui au final, la période d'ovulation, quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même la période où tu dois avoir le rapport sexuel avec ton compagnon pour tomber enceinte. Donc Hmm, hmm. avec le recul, j'imagine que c'est pas anodin comme Ça fait, signification. ouais, ça fait lien avec Mm. cet événement-là. Ouais, Sachant que important. 1 an après, j'ai fait une grossesse extra-utérine, toujours sous traitement hormonal, enfin sous pilule, à la même période, de nouveau au mois d'août. Hmm. Et, euh, et 2 ans après, j'ai accouché de ma première petite fille au mois d'août 2013. Donc il y a des récurrences, en effet. C'est ça. Donc après, quand j'ai eu travaillé sur effectivement les causes émotionnelles, etc., j'ai repéré un peu aussi cette récurrence dont le point de départ était quand même l'IVG, quoi. Donc Hmm. c'est pour ça que pour moi, je fais le lien et que je trouve ça important aussi de partager mon analyse aujourd'hui. Parce Ouais, que c'est quand même quelque chose qui reste très tabou et tout à bah, fait. si nous, on n'en parle pas quand on a un peu la parole, Tout à qui fait. le fait, quoi. Tu fais bien, en effet, d'en parler parce qu'on focalise énormément sur les facteurs, j'allais dire, explicables scientifiquement, tu vois, Ouais, environnementaux, perturbateurs endocriniens. tout à fait. Bon, on entend quand même que vu les symptômes que tu avais avant, il y avait déjà quand même quelque chose Un installé, terrain, oui, bien sûr. mais que cet événement de vie, en tout cas, euh, est probablement un cofacteur qui se surajoute aux autres Complètement. et qui peut, du coup, voilà. Les facteurs sont Enfin, les causes sont multifactorielles, effectivement, mais à mon avis, il faut vraiment pas épargner toute la partie émotionnelle. Ce qui est un Mm, peu le paradoxe, parce qu'en fait, on a tout un parcours très difficile au niveau de l'écoute des médecins, et on a tout entendu dire quasiment, c'est dans la tête, c'est le stress, etc. Donc quand on a une approche en thérapie holistique et qu'on nous dit qu'on va venir travailler sur l'émotionnel, il y a un petit blocage qui s'opère quand même à ce moment-là, mm. parce qu'on a tendance à se dire, ah, encore quelqu'un qui va me parler de c'est dans la tête ou D'accord. c'est le On stress. associe émotion avec c'est dans la tête, en fait. Complètement. Ouais. Alors que pourtant c'est tellement important de travailler sur la sphère émotionnelle et Mm. c'est vraiment indissociable de la sphère physique qu'il faut refaire ce cheminement en fait avec la personne à chaque fois pour vraiment qu'elle intègre que ça a toute Mm. son importance, quoi. C'est ça. Et déconstruire aussi tout un paradigme qu'on a martelé pendant des années, Ouais, qu'on nous a martelé pendant des années au niveau médical classique, complètement. de c'est dans votre tête. Ouais, Ouais. tout à fait. Du coup, il y a à déconstruire et, et- et, comment dire, donner un autre point de vue, un autre regard Ouais, aussi exactement. sur ça. C'est hyper important, ouais. Donc, du coup, ouais, est-ce que tu peux expliquer ensuite, du coup, ce qui, Oui. ce qui, euh, ce qui amène au diagnostic, en fait? Ça va être des symptômes qui augmentent en intensité? Oui, alors effectivement, donc comme je le disais, j'ai eu ma petite fille, ma première, qui est née donc en août 2013, que Ouais. j'ai allaitée pendant 4 mois. Donc j'ai vécu un peu, on appelle ça la lune de miel,
dans la maladie parce que ça fait une pause et on n'a plus de douleur, etc. Donc ce qui est vrai. Donc pour toi, Je- ça a été le cas, du coup? pour cette première grossesse, Plus du oui. tout de symptômes? Ouais. J'ai vraiment vécu une superbe grossesse, un très beau bébé de 4,40 kg, arrivé 2 jours après le terme. Je l'ai allaité 4 mois, tout se passait très bien. Et en fait, quand j'ai arrêté l'allaitement, rapidement, les douleurs sont revenues. Mais jusqu'à présent, je n'avais eu que des douleurs euh, vraiment pelviennes, douleurs de règles, mais sur la période d'ovulation. Mhm. Et là, en fait, du jour au lendemain, ça s'est vraiment amplifié et étendu à la sphère digestive. C'est-à-dire que j'avais vraiment des gros soucis d'alternance diarrhée-constipation, envie d'aller aux toilettes, je piquais des sueurs froides, il me fallait des toilettes de suite. Ça devenait vraiment handicapant au quotidien et très rapidement. C'est-à-dire que ça s'est aggravé très vite entre le mois de janvier, où ça a été vraiment le départ des symptômes, jusqu'au mois d'août, où on a accepté, après beaucoup d'insistance de ma part, de me faire une célioscopie exploratrice. Donc, Pour... tu as demandé la célio, mais avant, il y avait eu d'autres examens ou pas? Alors en fait, on m'avait fait une IRM au tout début de ma grossesse. Je ne Ok. savais pas que j'étais enceinte, où on avait déjà identifié des foyers d'endométriose au niveau de l'utérus. Ok. Donc une suspicion d'adénomiose, D'accord. sans vraiment poser le mot clairement sur le diagnostic, parce que le gynécologue à l'époque me parlait quand même beaucoup de stress. Donc ça restait quand même prédominant chez lui dans son diagnostic. C'était quand même surtout parce que j'étais une personne stressée. Donc il a fallu que... Enfin, j'ai été ballottée en fait toute cette année-là entre gastro-entérologue et gynécologue, du fait de l'alternance des symptômes pelviens et digestifs. Et ils se renvoyaient sans cesse la balle, et ils ont fini par vouloir me faire la cellule explo, ensemble en fait. Et là encore, ça a été la douche froide, parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'on était venu me voir en salle de réveil et qu'on m'avait dit que j'avais rien, qu'on n'avait rien trouvé. Mais j'ai pas le souvenir parce que j'étais en salle de réveil, et je pense que c'est une infirmière quand même qui est passée me le dire. Mais effectivement, en chambre, quand on est venu me voir, alors il devait être plus de 23 heures, j'en pouvais plus d'attendre, on m'a dit bah écoutez, tout va bien, vous allez pouvoir ressortir rapidement. On a juste enlevé un kyste sur un ovaire, mais qui ne peut pas être la cause de vos douleurs à ce point-là. Et là, je m'effondre. Je m'effondre parce que j'arrive plus à assumer mon rôle de maman, mon rôle de femme, de compagne, mon travail, parce que je travaillais à l'époque dans l'immobilier, je faisais 40 heures semaine, les visites, les déplacements en voiture, etc. Je commençais vraiment à être le fantôme de moi-même, parce que je travaillais sous dérivés morphiniques et opiacés, parce que bah sinon je me levais pas. Des fois, j'arrivais pas à sortir de ma voiture. Donc, et tenir, et se battre ouais, tous les jours. c'est ça. Et donc je m'effondre devant le médecin qui me dit ça. Et là, il me dit, mais vous auriez préféré qu'on vous annonce un cancer? Donc manque de tact, bonjour. Non. Je lui ai dit, j'aurais juste préféré qu'on trouve ce que j'ai et qui me rend la vie impossible, quoi. Donc je repars de là vraiment dépitée, parce que j'avais mis des mois en plus à obtenir le fait qu'on me fasse la célioscopie pour aller voir, etc. Et je me dis, bon, c'est pas possible, j'ai pas toqué à la bonne porte, je suis pas folle quand même, enfin, toutes ces douleurs, ça peut pas être pour rien. Et finalement, je trouve les coordonnées d'un médecin soi-disant spécialiste de l'endométriose dans la clinique derrière celle où je m'étais fait opérer. Et là, je le rencontre et je lui explique que je me suis fait opérer par tel et tel médecin. Et il me dit ah non, mais alors là, s'ils vous ont opéré, qu'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien, il faut chercher du côté psychologique. Et c'était un spécialiste? C'était en tout cas ouais, un spécialiste référencé comme étant sensibilisé à l'endométriose. Donc là, je me dis, définitivement, je suis folle, il faut que je laisse tomber. J'ai une question juste par rapport à la cellio. Est-ce que tu étais sous pilule pendant la célioscopie? Oui, j'étais sous une pilule microdosée.
à l'époque. D'accord. Ouais. D'accord, je te pose la question juste parce que j'ai pu lire dans les travaux du docteur Edweil, notamment Mm. que, qu'en effet, une cystoscopie quand il y a un traitement hormonal en cours peut masquer des lésions. Donc, Ben là, je vais expliquer juste après, mais ils ont juste pas cherché au bon endroit en fait. Et donc bon, je ressors de ce soi-disant spécialiste dépité, tu vois, en me disant bah faut que j'arrête quoi. C'est vraiment, je suis folle en fait. Ces douleurs-là, elles sont. Et donc je décide d'abandonner. Je me dis c'est pas possible. Sauf que bah mon corps me rappelle rapidement à l'ordre. 2 mois après, j'ai perdu 10 kilos, j'ai mal tout le temps, je suis toujours sous les antidouleurs citées tout à l'heure. J'ai clairement plus de vie, mes patrons me disent écoute, il faut que tu t'occupes de toi, que tu te soignes, donc on décide de faire une rupture conventionnelle d'un commun accord et ils me disent en gros tu reviendras nous voir quand ça ira mieux, il n'y a pas de souci. Donc c'était un peu un cadeau à l'époque de la part de 2 hommes qui ne comprennent pas forcément ces problématiques-là, de m'accorder ça. Et, donc un soir de désespoir, je contacte Endo France par mail. Donc c'est Éléonore, je me rappellerai toute ma vie, qui m'a répondu en moins de 24 heures en me rassurant énormément parce qu'elle m'a écrit un long pavé en me disant que j'étais pas folle, que tout ce que je lui décrivais ressemblait vraiment aux symptômes d'endométriose, qu'il fallait juste s'adresser aux bonnes personnes. Elle me donne les coordonnées de 2 spécialistes, un à Toulouse et un à Montpellier, en me disant d'aller voir celui qui me prend le plus tôt en gros. Et avec l'aide de ma médecin généraliste de l'époque, j'ai réussi à avoir un rendez-vous dans les 3 mois, ce qui était quand même très bien. Et j'ai rencontré donc ce professeur qui me suit depuis toutes ces années, qui m'a diagnostiqué en un toucher vaginal. Il a appuyé sur une zone qui s'appelle une zone gâchette. J'ai hurlé, il m'a dit bah, vous avez une endométriose recto-vaginale et on va faire ce qu'il faut. Donc là, soulagement. Et en fait, donc j'ai eu une coloscopie pour vérifier. J'avais une atteinte très importante. En fait, j'avais toute la paroi entre le rectum et le vagin qui était collée par des nodules de haut en bas. L'opération a duré 7 heures. Et il m'a expliqué qu'à 6 mois après, ça risquait de perforer la paroi du rectum et de me faire me retrouver avec une poche pour les excréments, ce qu'on appelle une stomie. Et voilà. Et en fait, j'ai compris que simplement le gynécologue et le gastro-entérologue qui m'avaient opéré n'étaient pas allés voir sous la poche du péritoine. Donc forcément, n'avaient pas vu cette paroi recto-vaginale puisqu'ils sont juste restés dans niveau utérin, pelvien. Ce qu'avait décelé l'IRM en fait. C'est ça, à l'IRM on Ils voyait... se sont concentrés sur ce qui avait été vu à l'IRM, ouais. Ouais, on est venu voir... Ouais, ok. Ouais. D'accord, ok. Le parcours donc jusqu'à tes 25, je sais pas, mais ça a Alors là, duré on est plusieurs années quoi. en avril 2015. Et en gros, j'ai accouché en 2013. J'avais eu les premiers symptômes en 2011. Donc, ouais. Donc 4-5 ans voilà, avant d'arriver vraiment C'est ça. à un diagnostic précis et si on et une prise remonte en aux charge. premiers symptômes vraiment, où on me disait que c'était dans la tête au niveau des douleurs, au niveau du sternum, là, c'était à une quinzaine d'années. Donc, tu vois, vraiment, entre les premiers signaux d'alerte et le diagnostic clair, il y a presque 10 ans quand même. Ouais, ce qui est énorme. Ouais. Sachant que j'aurais pu me retrouver avec une ostomie juste parce qu'on m'avait dit que voilà, c'était dans la tête et que... Ouais, par ce retard diagnostique, en fait. Ouais. Ok. Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la maladie s'aggrave dans le temps. Donc plus on nous dit qu'il n'y a rien et que c'est dans la tête, plus elle évolue. Donc c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui, vraiment, pour une reconnaissance de la pathologie et surtout une formation des médecins, quoi. Ouais. C'est très très important. Pour accélérer tout ça, Et oui. le diagnostic et la prise en charge derrière, ouais, forcément. D'ailleurs, j'ai une anecdote rapide. J'ai vu un médecin toulousain il y a 3 semaines, là, qui m'a impressionnée par son humilité, parce qu'on a beaucoup échangé sur l'endométriose, parce qu'il est en fin de carrière, qu'il connaît très peu cette pathologie.
Et donc, je lui ai expliqué mon endométriose thoracique déjà qui est un peu étrangère pour eux, les formes neuropathiques aussi. Et, euh, et il m'a carrément fait cadeau, entre guillemets, de la consultation en me disant que je lui avais tellement appris que il voulait pas que je lui paye la consultation. Et j'ai trouvé ça beau, après tout mon parcours où je me suis retrouvée face à des médecins qui voilà, te disent Qui expédiait les choses en fait. complètement. Et là, cette reconnaissance de dire que voilà, je suis plus calée que lui sur le sujet, en tant que médecin, c'était énorme pour moi quand même d'avoir ce retour, quoi. Cette posture d'ouverture et d'humilité, en effet, comme tu Complètement. dis. Ouais. Donc on s'est arrêté en fait à partir du moment où finalement tu as un médecin qui te diagnostique et qui va du coup t'opérer au niveau de la paroi du coup vaginale, enfin Recto-vaginal. recto-vaginale, Ouais. voilà c'est ça. Tout à fait. Donc à partir de là, eh bien du coup tu es soulagé, Oui, forcément. complètement. Et est-ce que tu peux nous parler de la suite? Donc après ça en fait, est-ce Oui. qu'il va y avoir derrière d'autres symptômes malgré tout? Qui vont persister. Je pense notamment à ce que tu avais au niveau thoracique, qui du coup, Oui. forcément, il n'y a pas eu d'impact là-dessus, Ouais. vu que l'opération n'était pas Ça n'a jamais été à cet évoqué endroit. jusqu'à dans peu de temps, là où on est dans le parcours en fait. Ouais. J'étais vraiment très enchantée de cette opération, du temps qu'avait pris ce médecin, de comment ça s'était passé, etc. En plus, il est très rassurant, il explique tout ce qu'il fait et tout ça. Et il me parle de 2% de chances de récidive. Donc là, je suis vraiment ravie. Je me renseigne pas plus que ça sur l'endométriose, etc. parce que j'ai confiance et voilà. Et donc, comme je l'ai dit, mes patrons m'avaient accordé une pause. Et donc, je les ai revus pour leur dire, leur expliquer et les remercier beaucoup, chaleureusement. Je leur ai amené un colis, je me rappelle à l'époque, pour vraiment, j'étais pleine de gratitude pour ce qu'ils avaient fait, le fait de voilà, me laisser prendre soin de moi à ce moment-là. Il y avait grand besoin. Et donc, j'ai fait une pause en fait de 8 mois dans mon activité professionnelle. Et je me suis occupée de ma fille, du coup, que j'ai retirée de chez la nounou et que j'ai remise en crèche pour reprendre mon travail. En plus, il m'avait proposé un poste à temps partiel pour reprendre tranquillement. Et donc, je reprenais en septembre de cette année-là, donc 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, au bout d'un mois, j'étais en rendez-vous, entre deux rendez-vous clients. Et je commençais à avoir cette fameuse douleur là dont j'avais parlé adolescente, un peu au niveau du sternum. Je me dis bon, je rentre chez moi le soir et là par contre ça a été hyper violent. D'un coup ça m'a pris, épaule droite, tout le flanc droit, je suis tombée, j'arrivais plus à respirer. Ça a duré, alors j'ai pris Donc c'était une douleur en fait très vive. oui, Tu veux très dire, très hein? vive, Ouais. qui m'a fait tomber sur le flanc. Et respiration coupée, ça a pris 20 minutes à vraiment revenir, donc très long quand tu peux pas respirer. Et je comprenais pas. Et puis j'ai pas fait le lien évidemment parce que on l'avait jamais fait jusqu'à présent, donc pour moi il n'y avait pas de rapport en fait. J'avais à l'idée que l'endométriose était une maladie purement gynécologique avec des symptômes gynécologiques, voire gastriques, mais voilà, ça s'arrêtait là quoi. Donc le lendemain, je vais chez mon médecin généraliste et il comprend pas trop, il me parle peut-être d'une allergie à l'ibuprofène et il me dit mais vous devriez quand même demander au spécialiste qui vous suit. Bon, d'accord, c'est lui le médecin, je voyais pas le lien mais j'appelle quand même la clinique à l'époque qui était Rangueil et là, douche froide, j'étais entre deux rendez-vous clients et au téléphone il me dit ah bah oui, classique, récidive au diaphragme. Alors là, je ne comprends pas. Je lui dis, vous m'avez parlé de 2% de chance de récidive, et là, vous me parlez de classique récidive au diaphragme. Ah non, mais on ne s'est pas bien compris. Quand j'ai parlé de 2% de chance de récidive, c'était une récidive au même endroit. Parce qu'en fait, les atteintes recto-vaginales récidivent très rarement quand elles sont bien opérées.
Alors je comprends que j'avais pas compris et là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je viens de reprendre le travail après une pause non négligeable pour moi et pour mes patrons, les Mmh mh. pauvres et heu et donc je lui dis: «Qu'est-ce qu'on fait?» «Ah bah, faut que vous veniez me voir et cetera». Donc bah, IRM, tout ça. Donc c'est confirmé. J'ai une atteinte thoracique, mais très complexe car, en fait, ça forme un peu comme des têtes d'épingle sur le diaphragme et inopérable parce que très diffus. D'accord. Donc la seule solution, ce sont des traitements hormonaux. Donc d'accord, Pas d'opération possible. non. Ouais, OK. Donc traitement hormonal et là, je mets le doigt dans un engrenage, pour moi, parce que je sais que ça fonctionne pour beaucoup. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure un peu en préambule, je suis vraiment, imperméable aux traitements hormonaux quels qu'ils soient. Même les pilules les plus microdosées qui soient, je les supporte pas en fait, j'ai de suite des effets secondaires. Mmh. Donc là, on parle de traitements hormonaux quand même assez forts, de plus en plus forts parce que je récidive à peu près tous les 6 mois. Aujourd'hui, je dois en être à mon 7e pneumothorax, donc voilà. Et on va comme ça jusqu'en 2017. Donc parcours très complexe, personnellement, professionnellement, Mmh. beaucoup de remises en question, beaucoup de fatigue, des difficultés parfois à assumer mon rôle de maman, ce qui est très difficile pour moi. Alors mon rôle de compagne, j'en parle même pas parce que je suis le fantôme de moi-même, hein, c'est très très compliqué. La relation de couple s'étiole, on devient des colocataires, enfin tout est très compliqué. Donc Mmh. avec le papa de ma grande, qui a aujourd'hui 8 ans. Et en 2017, un événement dans ma vie fait un peu tout basculer, c'est-à-dire que je perds ma meilleure amie d'un cancer du sein. Donc émotionnellement, ça remet beaucoup de choses en question. Et là, je décide vraiment de passer à autre chose en fait. Donc je demande à être accompagnée par une thérapeute en médecine traditionnelle chinoise dans l'arrêt des traitements que je ne supporte plus du tout, parce que je ne me supporte plus. Mmh. Je ne me reconnais plus, j'ai plus d'émotions, je suis... la libido, n'en parlons même pas. Enfin, Ouais. c'est devenu vraiment Changement de personnalité, enfin, complètement. tout ça, Et ouais. j'ai besoin vraiment de me retrouver, parce qu'en fait, on est allé très très loin dans les traitements hormonaux, toujours de plus en plus fort. Et donc là, à cette période-là, j'étais arrivée à un traitement hormonal qu'on prescrit aux détraqués sexuels pour couper toute pulsion. Mmh. Et aussi aux personnes qui ont le cancer de la prostate. Donc c'était vraiment un traitement très fort. Et en gros, au bout de 10 jours, j'ai des idées suicidaires. Moi qui ne suis pas du tout Non, sujette ouais. ni à la dépression, etc. Après 10 jours de ce traitement-là, en Ouais, fait. Ouais. là je OK. commence à, en voiture, penser à mettre un coup de volant, enfin vraiment des choses, tu vois, ça me fait peur. Et là je l'arrête, j'appelle même pas le praticien qui me suit, etc. Je stoppe le traitement. Et donc je demande à cette personne de m'accompagner. Elle me dit qu'elle accepte en tenant compte du fait que c'est ma décision et que si jamais il y a récidive, c'est moi qui le décide. Et voilà, donc ce qui est normal, hein. Mmh mh mh. Et, et donc c'est vraiment le point de départ pour moi vers d'autres alternatives et une compréhension différente de ce qu'apporte la médecine allopathique parce que ça me convenait plus du tout et que je me reconnaissais plus en rien en fait. Et c'est là où je décide de me former pour moi, pour mon Mmh. apprentissage personnel et ma prise en charge personnelle à la naturopathie du coup, pour comprendre, parce que je ne suis pas du tout issue du médical, pour comprendre le fonctionnement du corps humain, des émonctoires, du principe d'auto-guérison que l'on a tous en nous, qui est à réapprendre en fait. Et voilà, à l'alimentation anti-inflammatoire, enfin à plein plein de choses. Et en parallèle aux soins énergétiques qui m'ont apporté beaucoup aussi Mmh. sur le plan émotionnel. Et voilà, donc c'est le point de départ, je dirais, là, d'une nouvelle vie. Aussi d'une grosse décision qui est de me séparer à cette époque du papa de ma fille, qui, qui avait 3 ans à l'époque. Et je me suis dit, de toute façon, si ça doit aller dans le mur, autant arrêter de suite. Donc, un chamboulement de vie, là, hein. Ouais, Enfin, j'entends, c'est tous les plans de ta vie qui sont ouais.
On est début 2018 et là, Qui sont changés. ouais, tout change. 2017, année de mes 30 ans. Et c'est vraiment... c'est d'ailleurs cette année-là aussi où j'ai fait une séance d'ostéopathie qui a changé toute ma vision des choses, où j'ai compris que je m'étais déconnectée de ma personne pendant une dizaine d'années du fait de cet avortement non digéré. D'accord. Et, et ça avait été aussi une forme de protection pour moi, hein. Mais voilà, il était temps vraiment de passer à autre chose. Ne serait-ce que pour la transmission à ma fille, pour plein de choses. Et je me suis dit que j'avais pas envie de rester dans cette énergie pour elle. J'avais pas envie qu'elle ait cette idée non plus, tout simplement du couple, de l'amour, de ce que c'est que la relation. Et parce qu'il n'y avait plus de relation, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de faire une thérapie de couple, mais je l'ai faite seule. Je suis allée voir une sexologue de l'équipe pluridisciplinaire de Pasteur. J'y suis allée seule. Je me suis retrouvée à pleurer dans la salle d'attente parce qu'il n'y avait que des couples. J'étais la seule, toute seule. Donc tous mes rendez-vous médicaux, j'y allais seule. Après, c'est de la faute de personne, hein. C'est juste un mauvais timing, on va dire. C'est que l'autre, à un moment donné, ne sait plus quoi faire et il se ferme. C'est pour ça aussi que c'est très très important de sensibiliser les hommes et de les accompagner aussi. Parce que c'est pas simple pour eux d'être impuissants à côté de la femme qu'ils aiment. Et voilà, c'est pas évident. Ça invite au dialogue, hein, quoi, en fait, je pense vraiment aussi. Complètement. Dans Mais le la couple. communication est très très importante sur beaucoup de plans. Là-dessus, en effet, donc t'abordes tellement de thématiques. On va pas pouvoir toutes les Oui. les pousser, sinon on va faire une vidéo trop longue. Mais juste avant, donc tu évoquais le fait que il y a du coup une période, c'est à l'âge de tes 30 ans, du coup, 2017, où il y a une décision franche donc d'arrêter les traitements hormonaux lourds, en fait, qui t'ont été proposés jusque-là, et un changement de regard aussi sur la maladie avec une nouvelle approche. Avec une nouvelle approche, donc avec la naturopathie, l'accompagnement que tu as avec cette thérapeute en médecine chinoise. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous évoquer à la fois ce que tu as mis en place et qui t'a aidé? Oui, bien sûr. Et les thérapies complémentaires, du coup, qui dont m'ont aidé à cette l'époque, thérapeute là en médecine chinoise qui t'ont aidé en fait. Ouais. Et sur quel plan, sur quel plan ça t'a aidé vraiment en fait? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a eu une première rencontre d'une magnétiseuse qui est très réputée à Toulouse, qui travaille d'ailleurs avec l'Oncopole, etc. Bon, maintenant, j'imagine qu'elle est en retraite parce qu'elle était déjà très âgée à l'époque. Mais elle, déjà, elle m'a apporté un œil différent parce qu'elle m'a de suite parlé du système digestif, du microbiote, du système digestif. Et elle m'a dit une phrase qui m'est restée, et alors ça m'agace beaucoup parce qu'avec le lobbying des produits laitiers, on accepte rarement d'entendre cette version des choses, et pourtant c'est une réalité. Et elle m'a dit, la vache, on est fâché avec la vache, retenez que ça. Et elle m'a dit ça, et tout ce qui est raffiné, donc sucre et farine blanche en gros. Elle m'a dit déjà, si vous enlevez ça, vous verrez une réelle différence. Mais je la remercie encore aujourd'hui parce que ça a changé toute ma vision des choses. Déjà, le fait de comprendre ce que je pouvais ingérer, tu vois, pour moi, c'était abstrait, ça. Tu avais un contrôle. C'est ça, tout à fait. Et puis, on l'explique très bien aujourd'hui. Consommer du lait d'une vache qui est un animal mammifère énorme par rapport à nous, notre corpulence, ça semble logique de préférer un lait de brebis, de chèvre qui se rapproche beaucoup plus de la corpulence humaine. Mais bon, on n'y réfléchit même pas, à vrai dire, quand on mange les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Depuis qu'on est tout petit, on entend ça. Donc on se pose même pas la question en fait. Et moi, ça a vraiment, vraiment changé les choses à partir de là. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai arrêté de consommer du lait de vache. Et étant normande, Dieu sait que j'en consommais quand même pas mal, ne serait-ce que dans le fromage, dans la crème fraîche, etc.
Et les sucres blancs et les farines blanches aussi, donc ça passe par plein d'aliments, hein. C'est très résumé ce que je dis, mais et c'est un peu en lien avec l'alimentation anti-inflammatoire, du coup, que j'ai apprise en naturopathie. Mm. Mais déjà, tu vois, j'avais commencé ce travail-là qui m'a beaucoup apporté. En termes de diminution des symptômes, ça a déjà été un gros pas. Euh, Ouais. Ça a beaucoup diminué la récurrence des symptômes et l'intensité des douleurs. Donc Et ça a été la première étape. je pense également, est-ce que tu as senti également du mieux au niveau émotionnel et psychologique? Alors de toute façon, je vais te dire, à partir du moment où j'ai rencontré des personnes, qui ont su m'écouter, m'apprendre des choses et déjà ça change tout sur le plan émotionnel. Mm. J'en étais pas encore là à travailler sur la sphère émotionnelle, c'était pas le moment pour moi, mais déjà ne serait-ce que d'avoir une écoute, heu et une transmission de savoir qui ait un impact sur moi, sur mon quotidien, c'était énorme déjà. Mm. Après toutes ces années où tout ce qu'on a tenté, tout ce qu'on a fait n'apportait rien et il y avait certes une écoute, mais qui restait, très, protocolaire quoi. Ouais. Ça s'inclut dans un suivi qui reste toujours le même et on propose, la même chose à tout le monde parce qu'on s'attache à une pathologie et non pas à l'être dans sa globalité. Donc, donc voilà, vraiment cette personne-là a changé ma vision des choses. Donc oui, forcément, un impact aussi sur l'émotionnel, puisqu'après tout ce qui en découle, c'est tout ce qui découle d'une réflexion qui est complètement différente Oui, c'est ça. Du coup, jusqu'à présent. tu vois qu'il y a quelque chose, une voie possible vers un retour C'est ça, à une vie apaisée exactement. et possiblement une guérison Ouais, exactement. aussi, quoi. Une lueur d'espoir, on peut dire. Et la suite, donc, c'était avec la praticienne, effectivement, en médecine traditionnelle chinoise, qui me suivait en acupuncture et en complémentation par les plantes. Et là aussi, alors là, c'était plutôt, on va dire, du traitement d'urgence, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que j'allais vraiment la voir quand j'avais une crise qui s'annonçait ou autre, et elle me traitait, et vraiment, c'était très, très efficace. Mhm. Euh, Ok. Ça désamorçait Complètement, un ouais. état aigu, en fait. Oui, ouais, ça Ok. faisait. Maintenant, j'ai cette analyse-là, mais ça diminuait considérablement l'inflammation de mon corps en agissant sur certains méridiens, parce que je connais aujourd'hui, mais bon, voilà. Mm. À l'époque, c'était un peu ma magicienne, hein, j'avoue. Et donc voilà, ça a été le point de départ qui m'a amené, moi, à me former du coup à la naturopathie pour comprendre, comme je t'ai expliqué. Et, euh, et un changement de vie, du coup, puisque 2018, je décide de changer de vie, vraiment. Mm, mm, mm. Et de te former voilà, un peu plus aussi peut-être à Ouais, pour naturo moi et tout ça. déjà, à l'époque, j'étais bénévole d'association, donc j'accompagnais des femmes. J'avais ouvert un petit cabinet chez moi dans mon dressing où je conseillais en fait. Déjà, je les conseillais sur le plan allopathique. Je les envoyais vers les bons spécialistes, Ouais, vers les bons ok. centres de diagnostic, d'IRM, parce qu'il faut savoir que ça, c'est primordial, vraiment d'avoir un bon suivi sur le plan allopathique et de se tourner vers les bonnes personnes. Et après, évidemment, je les conseillais aussi sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène de vie Mm, mm. et tout ce qu'on peut faire qui peut améliorer en fait le physique et l'émotionnel, quoi. Ouais, Ouais, ok. Ok. Est-ce que du coup on peut parler d'aujourd'hui, bien où sûr. tu en es aujourd'hui? Oui, Comment tu te sens là, oui. euh, dans l'instant, quoi, et ce qui se joue en toi? Est-ce que, voilà, finalement depuis 2018, clairement il y a eu du mieux? Ouais, alors je vais essayer de ne pas être trop émue, parce que du coup, pour moi, c'est un parcours quand même sur lequel je reviens peu, donc il est quand même assez lourd. J'en ai conscience quand je dois le débriefer un peu à un spécialiste médical ou autre qui me dit souvent mais vous avez un suivi psychologique pour avoir enduré tout ça et voilà. Donc c'est vrai que c'est assez émouvant pour moi de te débriefer là comme ça en peu de temps. Aujourd'hui, je suis enceinte de ma troisième petite fille.
Je vais accoucher fin juin. Je suis, naturopathe énergéticienne, à temps complet depuis septembre. Mhm. Donc, ça aussi, c'est un rêve qui se réalise. On a trouvé, cette maison, donc avec mon mari aujourd'hui, avec qui j'ai refait ma vie et on s'est mariés en 2019, enceinte de ma deuxième petite fille du coup. Mhm. Heu, c'est d'ailleurs quelqu'un que je remercie beaucoup parce que qui m'accompagne et qui me porte beaucoup au quotidien. On se porte mutuellement je crois, mais c'est vraiment, important en fait, on parlait de communication, tout à l'heure, dans le Mhm. couple et Dans le couple, ouais. c'est vraiment quelque chose qu'on a et qui est pas un outil, mais quelque chose de vraiment primordial pour pouvoir avancer, se soutenir, se comprendre, et maintenir quelque chose de sain, en tout cas. Ouais. Mhm. Et et voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que, j'ai appris pour moi, déjà, à apaiser mon quotidien, apprendre à vivre avec la pathologie. Si complexe soit-elle dans mes atteintes, parce que l'endométriose thoracique est quand même assez difficile, parce que j'ai fait un pneumothorax par exemple au deuxième trimestre de ma dernière grossesse. Mhm. Et quand tu te retrouves comme ça avec des douleurs ou des choses qui ne sont pas traitées par le système allopathique, c'est complexe parce que tu te retrouves un peu seul face à toi-même et même si tu as des convictions dans ta Mhm. pratique holistique, Ouais. quand tu es concerné directement, c'est pas toujours évident. Il y a toujours le doute qui se pointe quand le Mmh, symptôme réapparaît. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est j'ai pris ça. la bonne décision? Et puis quand tu portes la vie d'autant plus parce que c'est Ouais, pas que toi. ouais. Je me souviens qu'à ma dernière grossesse, on s'est retrouvés un peu, j'étais donc dans ma baignoire parce qu'il y a que le chaud vraiment qui me calme à ce moment-là, donc eau très chaude. Mon mari est assis à côté un peu en panique. J'appelle les urgences obstétriques juste pour me rassurer sur le fait que le bébé, il y ait pas de risque Mhm. et on me répond, «Non, non, sur le plan obstétrique, il n'y a pas particulièrement de risque. Par contre, sachez que si jamais vous vous retrouvez en détresse respiratoire, forcément il y a un risque, et là vous devez aller aux urgences, mais venez surtout pas chez nous parce que, on ne sait pas gérer, cette pathologie». D'accord. Donc là, tu es dans ta baignoire, tu as très, très mal parce qu'un pneumothorax, c'est très douloureux, hein. C'est le poumon qui se rétracte, en fait, donc Mhm. ça fait très mal. Tu te retrouves à devoir, gérer toute seule l'intensité de ta douleur et ta capacité respiratoire, à savoir si tu vas te retrouver en en défaillance ou pas. Ouais, t'as Pour l'angoisse qui juger si tu plane. dois dire à ton mari de prendre la voiture et décoller ou pas, sachant qu'on était en période Covid, ce qui n'arrange rien parce que Mhm. j'avais pas très envie de me retrouver, à l'hôpital public avec potentiellement, Mhm. des cas Covid, Qui vient se donc je rajouter à suis ça. restée chez moi. Ouais. Ça a duré 5 heures, donc c'est très long, heu et donc voilà, j'ai quand même des périodes, tu vois, où, il y a des mais je suis très bien entourée, très bien accompagnée. Je suis suivie aussi par, d'autres thérapeutes parce que c'est hyper important d'avoir du soutien de confrères, de consoeurs, voilà, qui m'aident aussi énormément et voilà, aujourd'hui, j'en suis là donc à gérer, et à être, heureuse d'être actrice de ma vie et de ma pathologie. C'est vraiment quelque chose de Mhm. fondamental pour moi. Ouais, génial. Donc on terminait sur la note très positive que tu, à ce jour, malgré le fait qu'il peut y avoir encore des crises en fait, ou des symptômes qui s'expriment en fait et qui te gênent, voilà, Ouais. qui sont quand même et qui peuvent en effet amener à des situations quand même dérangeantes, que malgré tout, voilà, tu as retrouvé un pouvoir d'action, tu sens que tu es sur une voie qui est positive et qui te mène vers quand même un équilibre. Complètement. Ma dernière question, juste du coup, ça va être, est-ce que tu as un message, euh, quelque chose qui te viendrait là, dans l'instant, que tu aimerais passer à des femmes atteintes d'endométriose qui vont écouter la vidéo, quoi. Ouais. Alors vraiment mon message, c'est, surtout
de se recentrer en permanence, de se faire confiance, de s'écouter et de bien s'entourer. Parce que pour moi, c'est ça qui est primordial, vraiment l'entourage. Et en fait, on se rend compte avec le temps que si on se recentre, qu'on s'écoute, qu'on se fait confiance, les autres en feront autant. Donc ça, c'est super important. Hmm. C'est ça le message. Le vraiment. message, Ouais. ouais, super. Bah, je te remercie pour ta confiance, Lucilla, Avec plaisir. de t'être livrée autant, Merci à toi. du coup, et voilà, je pense que ça va être encore une fois une vidéo bénéfique. Donc, merci beaucoup. Merci Gaëtan.